Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je vous remercie d'être là. Il n'y a pas si longtemps que ça, la série The Book of Boba Fett est sortie sur Disney+. Ça m'a inspiré, on se demande pourquoi d'ailleurs, n'est-ce pas? Voici 5 fun facts sur... L'enfant est principalement une marionnette, et l'image de synthèse, ou CGI en anglais, est à peine utilisée. Et lorsque l'image de synthèse est nécessaire, ils essaient toujours de lui faire obéir aux mêmes lois physiques que s'il était une marionnette. Après, si on veut être plus précis, c'est une création animatronique actionnée par une équipe de marionnettistes. Un marionnettiste contrôlait les yeux de l'enfant, un autre s'occupait de sa tête et son corps, un troisième était en charge de sa bouche et de ses oreilles, et une quatrième personne était chargée de faire bouger son corps et ses bras. D'ailleurs, même si depuis la sortie de The Mandalorian, le petit Grogu a envahi tout internet et nos cœurs, s'il ressemblait pas à ça, je suis pas sûr que ma copine regarderait la série, parce que franchement il a fallu de nombreux croquis avant d'arriver à ce look. Regardez-moi ce petit gremlins vert, il me terrifie. Et même lorsque l'équipe s'était mis d'accord sur un design, il a fallu au moins 3 mois avant de développer la marionnette principale. Et selon les monteurs son, donc ces deux gars-là, la voix de l'enfant a initialement été créée à partir d'enregistrements de 2 animaux, un renard à oreilles de chauve-souris et un quincajou. Mais lorsque Jon Favreau, donc le réalisateur de la série, a demandé à ce que la voix soit plus réaliste, les 2 monteurs son ont ajouté des voix de bébés humains. Cet acteur, qui n'a jamais vu un seul film Star Wars de sa vie avant d'obtenir le rôle du client dans la série, est l'une des raisons pour lesquelles l'enfant est principalement resté une marionnette. Et lorsque la marionnette a été retirée au cours d'une scène pour qu'il puisse obtenir une image immaculée, je ne sais pas comment je suis censé traduire ça, mais ça se dit clean plate en anglais. En gros, c'est pour, en post-production, avoir un plan où il n'y a pas la marionnette, donc pour que comme ça, il puisse l'ajouter en image de synthèse. Ce comédien a dit « Laissez la marionnette ». Vous êtes des lâches. Je me suis rendu compte que j'étais pas clair, du coup je vous explique. La production préférait tourner un plan en plus sans la marionnette juste au cas où par sécurité pour le montage. Comme ça, si la marionnette n'était pas assez convaincante, il pourrait toujours la recréer en CGI en post-production. Mais Werner Herzog trouvait qu'il fallait s'en tenir à la magie que procurait la marionnette et ne pas utiliser des effets spéciaux. Et cet acteur dont le personnage a donné un coup de poing à Grogu, quel fils de pute. Il a déclaré qu'il ne s'était pas retenu lorsqu'il a frappé la marionnette pour la première fois, et Jon Favreau est allé le voir et lui a dit « Je veux juste que tu saches que c'est le principal accessoire utilisé et qui coûte environ 5 millions de dollars. Car autant je veux que tu le fasses, j'ai juste envie que tu le saches. » L'acteur a fini par avoir du mal à se résoudre à frapper la marionnette de nouveau dans les prises qui ont suivi. Évidemment, comment veux-tu, avec ce discours d'encouragement 5 millions. Une grande partie de la série The Mandalorian a été tournée dans des décors virtuels. Le studio d'effets visuels Industry Light and Magic, en collaboration avec Epic Games, ont créé des décors virtuels révolutionnaires pour que l'équipe technique et les acteurs aient l'impression d'être dans l'univers de Star Wars. Et pour rendre les choses encore plus réalistes, le décor bougeait lorsque la caméra se déplaçait. Mais dis-moi, Jamie, comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, les arrière-plans devant lesquels les acteurs jouent sont en fait constitués de murs LED, qui projettent l'environnement de la scène grâce à un rendu en temps réel du moteur de jeu et de la technologie de murs vidéo. C'est ainsi qu'au lieu d'avoir à imaginer dans le monde dans lequel ils se trouvent ce qu'ils auraient dû faire si les fonds verts avaient été utilisés, cette nouvelle technologie permet aux acteurs de vivre et de respirer l'univers de Star Wars. Mais cela permettra également de faciliter comment on tourne les films et les séries à l'avenir. C'est bon, c'est fini les galères de post-production avec les fonds verts. Bon, après il faut avoir le budget pour pouvoir s'offrir des murs LED et de la technologie 3D, mais c'est fini les fonds verts. Pour les chapitres 7 et 8 de The Mandalorian, la production avait sous-estimé le nombre de costumes de Stormtroopers qui seraient nécessaires pendant le tournage. Du coup, pour combler ces lacunes, Jon Favreau et Dave Filoni ont donc été demandés de l'aide à un fan club local qui s'appelle la 501e Légion, qui est en fait composé d'un groupe de fans qui créent des répliques fidèles des costumes de Star Wars. En parlant du chapitre 7, nous pouvons y voir dans la même scène avec tous ces Stormtroopers, ce véhicule impérial de transport de Stormtroopers. Maintenant, vous allez me dire, mais Giovanni, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Eh ben, je vous explique. Ce véhicule était en fait le premier jouet officiel de Star Wars. Ironiquement, il était même pas dans le film. Et même si le jouet date de 1979 et que d'autres versions sont sorties depuis, c'est bel et bien le jouet original qui a été amené à la réalité dans cet épisode. Je vais passer en revue ici les quelques caméos de cette première saison, et je sais que je n'ai pas cité tout le monde, du coup si vous avez envie de compléter la liste, l'espace commentaire est là pour ça. Dans le chapitre 6, appelé Le Prisonnier, tout en étant scénariste, réalisateur de 3 épisodes, producteur délégué de la série The Mandalorian, scénariste et réalisateur de Star Wars Rebels, Star Wars The Clone Wars, travaillant sur The Book of Boba Fett, la série Ahsoka, Rangers of the New Republic, Dave Filoni fait une apparition en tant que pilote de X-Wing, et ça, putain c'est classe.
Pour rester dans l'épisode 6, nous y voyons cet homme. Et peut-être que son visage ne vous dit rien, mais sa voix en revanche. Cet homme est connu pour avoir incarné Anakin Skywalker dans la série Star Wars The Clone Wars. Donc d'une certaine manière, sans forcément avoir tort, on pourrait dire qu'Anakin Skywalker était dans The Mandalorian. Et dans ce même épisode, nous pouvons y voir ce personnage, qui est interprété par Clancy Brown. Mais ce gars-là n'est pas seulement ce personnage. Il est aussi connu pour avoir incarné le frère de Darth Maul dans Star Wars The Clone Wars, Savage Opress. Dans le chapitre 5 appelé Le Mercenaire, Mark Hamill, oui, l'acteur qui a joué Luke Skywalker, a prêté sa voix à un barman droïde de la cantina. Bon, je dois quand même avouer que je ne l'avais pas immédiatement reconnu. Mark Hamill a un large éventail de voix. Juste pour vous dire, il a incarné tous ces personnages. D'ailleurs, j'ai parlé de Dave Filoni là tout à l'heure, mais ce n'est pas le seul réalisateur qui a fait son petit caméo dans la série. Taika Waititi, le réalisateur de Thor Ragnarok, a prêté sa voix à ce robot dans le chapitre 1, 7 et 8. Il y a également eu Jon Favreau, donc le réalisateur de la série, qui a prêté sa voix à ce personnage dans le chapitre 3 et 5. Qui est-ce qui a composé l'incroyable musique de The Mandalorian? Et ben c'est ce gars-là. Et ce qui est fou, c'est qu'il a été recommandé à Jon Favreau, donc le réalisateur de la série, par ses deux Gugus. Ryan Coogler, le réalisateur de Creed et de Black Panther, et Donald Glover, qui a joué dans quelques films pas super connus du grand public. Pareil, il a fait une musique en 2018, c'est un peu passé inaperçu, c'était quoi déjà? Bref, ils ont tous deux recommandé le compositeur auprès de Jon Favreau car Ryan Coogler était colocataire avec ce compositeur. Ils ont tous deux travaillé sur des films étudiants étant plus jeunes et ils travaillent toujours ensemble. Pour info, c'est même lui qui a fait les BO de Creed et de Black Panther. Et Donald Glover a recommandé ce compositeur à Jon Favreau car il a produit la musique de son projet Childish Gambino et de sa série télévisée Atlanta. On a compris, le mec est doué. Et ce qui montre le réel dévouement de cet homme pour moi, c'est qu'il crée une nouvelle musique pour chaque putain d'épisode. Car il arrive que certains musiciens créent qu'une seule musique qui est rejouée, remixée, découpée pour le reste de la saison. Mais ça, ce n'est pas du Ludwig Göransson. Il explique que ce qu'il faisait, malgré la contrainte que chaque épisode variait en termes de style et de ton, c'est qu'il s'exerçait à ressentir la nature, la vibe des différents épisodes afin de pouvoir retranscrire ça en musique tout en restant dans l'esprit de The Mandalorian bien évidemment. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire ou même sur Instagram. Lâchez un petit like, un petit abonnement, n'oubliez pas d'activer la cloche et surtout, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours aller regarder les anciennes vidéos. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao!